Chers collègues, nous sommes peu nombreux, mais ça peut mal parce qu'il n'y a que des questions orales au ministre Bernard Clairfailly, dont 2 ont déjà été transformées en questions écrites. Cela vaut pour la question orale de M. Oscara, qui donc est transformée en question écrite. Ça vaut aussi pour la question ou la demande d'explication de M. Matthias van den Borre, qui elle aussi est transformée en question écrite. Ce qui nous fait qu'il n'en reste quelques-unes qui sont les questions de M. Icasban et de M. Moussine, qui nous rejoindra d'ici peu. Mais comme nous n'avons pas besoin de quorum, je propose que nous entamions notre réunion de la Commission de l'Intérieur avec la question orale de M. Icasban concernant le travail de la cellule de coordination funérailles et sépulture depuis sa création et l'engagement de la personne chargée de sa coordination. Monsieur Icasban, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, chers collègues, Monsieur le Ministre. Alors, début juillet, je vous interpellais sur l'état de la mise en œuvre de la cellule de coordination funérailles et sépulture au sein de l'administration régionale Bruxelles Pouvoirs Locaux, BPL. Créée le 31 mars dernier, le recrutement de son personnel n'était pas encore finalisé avant les vacances parlementaires. Cette cellule majeure devra remplir 2 missions: mettre en place un centre d'expertise enrichi d'une base de données concernant les funérailles et sépultures et être un organe de liaison entre les différentes parties et faire vivre la concertation intercommunale, l'échange de bonnes pratiques et d'expertise. Pour rappel, entamée fin de législature précédente, la collaboration interrégionale en matière de funérailles et sépultures entre la région de Bruxelles-Capitale et la région wallonne, cette concertation devait même s'étendre à la région flamande. Pour que cette collaboration interrégionale puisse se poursuivre, il était primordial de mettre en place une telle cellule. Par ailleurs, un groupe interrégional de travail était chargé de la rédaction d'un accord de coopération visant la mise en œuvre de l'ordonnance bruxelloise du 29 novembre 2018 sur les funérailles et sépultures au-delà de son territoire. Cet été, vous étiez confiant sur la bonne collaboration avec les communes pour notamment lever les problèmes pratiques à la mise en œuvre des dispositions de justement cette ordonnance du 29 novembre 2018 sur les funérailles et sépultures, annonçant la préparation de circulaires clarifiant divers points de l'ordonnance à adresser aux 19 communes regroupées au sein d'un groupe de travail. En septembre, une offre d'emploi émanant de Bruxelles Pouvoirs Locaux a été publiée pour l'engagement d'un ou d'une collaborateur ou collaboratrice pour faire fonctionner cette cellule. D'ailleurs, BPL est chargé de lister les articles de l'ordonnance devant être révisés, dont l'article 3, et pour lequel il faudrait consulter les communes, le secteur des pompes funèbres et éventuellement d'autres parties intervenantes. Je reviens donc vers vous 3 mois après l'installation de cette personne afin de savoir comment se déroule le travail de cette cellule ainsi que sa collaboration avec les communes et les autres régions pour que les communes puissent adhérer à l'intercommunal d'inhumation ou aménager elles-mêmes, comme le prévoit l'ordonnance, une parcelle multiconfessionnelle au sein de leur propre cimetière. D'ailleurs, le rôle des communes dans la gestion des cimetières et la réponse appropriée aux attentes de la population en termes de services funéraires reste entier, ainsi que la possibilité qui leur est donnée d'adhérer à l'intercommunal d'inhumation, voire de créer des parcelles multiconfessionnelles dans leur propre cimetière. C'est d'ailleurs pour toutes ces raisons que j'aurais voulu savoir, Monsieur le Ministre. Alors, d'abord, l'ensemble du personnel de la cellule de coordination funérailles et sépulture est-il désormais en ordre de marche, si je peux m'exprimer ainsi? La cellule est-elle en position de remplir ses missions? Sinon, qu'est-ce qui lui fait défaut éventuellement? Les circulaires dont je parle plus haut ont-elles été envoyées aux communes? Quel en est le suivi? Où en est la collaboration entre BPL, les communes et autres pompes funèbres dans le cadre de la révision des articles de l'ordonnance et plus particulièrement de l'article 3? Qu'en est-il du travail de réflexion des différents GT interrégionales et intercommunales? Où en est-on dans la mise en œuvre de l'ordonnance de 2018?
Et enfin, comment a été réglée la question de la création de parcelles multiconfessionnelles? Respecte-t-elle les rites des différentes confessions religieuses et philosophiques de l'article 3, alinéa 8? Je vous remercie d'avance pour vos réponses. Merci, Monsieur Icasban. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député, la cellule funérailles et sépultures fut créée le 31 mars 2022. Elle est à ce jour composée de 2 agents de niveau A, l'un qui assume la coordination générale et le fonctionnement de la cellule, et l'autre le soutien juridique, administratif et logistique. Ces 2 agents sont par ailleurs amenés à pouvoir se remplacer mutuellement afin d'assurer la continuité du travail de cette cellule. Le recrutement de son personnel étant terminé, la cellule est dès lors complète et en mesure de remplir ses missions. L'ordonnance du 29 novembre 2018 sur les funérailles et sépultures établit le cadre relatif aux missions de gestion des matières funéraires remplies par les communes et intercommunales. Toutefois, diverses questions liées à la mise en œuvre de cette nouvelle ordonnance sont toujours en cours de discussion. Il est d'abord apparu nécessaire d'y répondre en tentant d'une part d'apporter une solution aux difficultés pratiques rencontrées par les communes et d'autre part peut-être de repenser la formulation de certaines des obligations qui leur incombent. Plutôt que d'émettre une circulaire à ce sujet, il était décidé de publier ces différents commentaires en apportant des précisions sur la dite ordonnance sur le site internet de Bruxelles Pouvoirs Locaux. Les différentes parties concernées ont été informées en conséquence, donc je parle des communes, des intercommunales, des sociétés privées de pompes funèbres, et nous recueillons des commentaires de leur part sur tel ou tel aspect qui enrichissent la réflexion et le travail de la cellule. Depuis un certain temps, il existe une collaboration régulière entre les acteurs du secteur funéraire, donc Bruxelles Pouvoirs Locaux d'une part, mais les communes, intercommunales et pompes funèbres, afin d'identifier les problèmes pratiques rencontrés à l'occasion de la mise en œuvre de l'ordonnance précitée et bien entendu des solutions qui peuvent être mises en œuvre. Tout ça fait l'objet du travail de préparation, d'examen qui est en cours au sein de cette nouvelle administration. Un projet de révision de l'ordonnance de son article 8, alinéa 3, concernant les parcelles multiconfessionnelles est en cours d'élaboration, mais la modification éventuelle, pas décidée, mais de cette disposition sera néanmoins intégrée dans un projet de révision plus global de l'ordonnance précitée sur base des différentes petites remarques que nous recueillons. En ce qui concerne votre question sur la mise en œuvre de l'ordonnance, il reste encore quelques projets d'arrêté d'exécution qui sont en cours d'élaboration par mon administration en collaboration avec mon cabinet. Il s'agit de l'arrêté exécutant l'article 3 de l'ordonnance fixant la forme et le contenu du registre des cimetières que doivent tenir chacune des communes, et de l'arrêté exécutant l'article 33 de l'ordonnance fixant les modalités d'établissement de la liste des sépultures d'importance historique locale. Des interrogations ont été soulevées récemment de la part des communes et nécessitent des recherches supplémentaires auprès des communes pour mettre en place des arrêtés qui soient faciles à mettre en œuvre, ou aisés à mettre en œuvre par les communes sans trop de difficultés. Une concertation a eu lieu entre les 3 régions et la communauté germanophone pour discuter des diverses questions nécessitant une coopération interrégionale, notamment sur les nouvelles pratiques funéraires, puisque parfois les gens décèdent dans une autre région, sont enterrés ici. Au plus il y a de coordination et d'harmonisation, au plus ce sera simple pour les familles et pour les acteurs privés et publics du secteur de l'inhumation, incinération, crémation. À ce sujet, je vous informe que la nouvelle cellule des funérailles et sépultures mise en place au sein de Bruxelles Pouvoirs Locaux a notamment pour mission de visiter les cimetières des 19 communes bruxelloises afin de recueillir les informations concernant les différentes structures à mettre en place dans les cimetières en vertu de l'ordonnance. Ce projet est en cours, donc pour l'instant, ils font le tour de tous les cimetières pour des visous, constater les problèmes et discuter avec les opérateurs, et donc bien dresser la liste des problématiques qui se posent, des bonnes pratiques aussi qui pourront être diffusées, etc. Donc ce travail est en cours, donc j'attends les résultats des visites sur place lorsqu'ils auront terminé ce travail. Enfin, quant aux convictions religieuses et philosophiques reconnues, leurs rites funéraires seront respectés par le projet de modification de l'ordonnance, en ce sens que les communes devront aménager elles-mêmes une parcelle multiconfessionnelle au sein de leur propre cimetière ou devront adhérer à l'intercommunal d'inhumation en cas d'impossibilité liée au manque d'espace disponible. Un délai légal a été fixé pour cela, mais cette obligation sera bien mise en œuvre et la cellule
travaille notamment à sensibiliser tous les acteurs afin de respecter ces dispositions légales. J'espère vous avoir... Merci, Monsieur le ministre. Monsieur Casbah. Oui, je vous remercie pour vos réponses. Donc, je vous remercie d'emblée de bien avoir confirmé que dans le projet de révision de l'ordonnance, il est bien question de maintenir évidemment l'obligation, enfin la responsabilité, j'ai envie de dire surtout, pour toutes les communes, soit de créer une parcelle multiconfessionnelle, soit d'adhérer à l'intercommunal. Actuellement, il y a toujours 12 communes sur 19 qui ont adhéré. Donc je pense que vous avez utilisé le terme de sensibiliser, je soutiens, je souscris. Mais donc je suis content d'entendre que l'obligation évidemment va être maintenue. Je pense que la deadline c'est 2029 de mémoire, il me semble. Donc je pense, c'est ça. Donc je pense quand même qu'il faut que les communes qui n'ont pas encore fait de démarche à ce niveau-là s'activent. Il s'agit quand même de respecter les rites funéraires d'un nombre important de citoyens bruxellois. Je voudrais juste savoir, est-ce que vous avez une idée du calendrier de révision? Parce que vous avez dit que vous y travaillez et qu'actuellement, vous allez venir avec un projet global de révision et pas uniquement de l'article 8. Ça, c'était ma première question complémentaire. Ma deuxième question complémentaire, c'est est-ce que vous avez aussi une idée de à quel moment est-ce que vous pensez que cette tournée des cimetières et cette coordination entre les trois régions aboutira à quelque chose? Merci, Monsieur le Président. Je comprends votre impatience. Mon administration ne s'est pas enfermée dans un calendrier. Elle préfère faire un travail de qualité en concertation avec tous les opérateurs du secteur et venir devant vous avec un travail de qualité. L'ordonnance 2018 était inspirée de bons principes, mais n'avait pas pu faire l'objet d'un tel travail de concertation locale. Donc maintenant, autant bien en profiter pour mettre en place des solutions raisonnables, pertinentes et concertées pour éviter des confrontations inutiles et permettre au Parlement de se prononcer sur un travail de qualité. Donc mon administration ne s'est pas enfermée dans un calendrier, mais il n'y a aucune volonté de reporter. Au contraire, la création de la cellule depuis un an, ils sont clairement au travail, le travail avance vite, et dès que nous serons prêts, nous viendrons devant vous. Alors, l'administration ne s'est pas enfermée dans un calendrier. Je souhaite pas vous enfermer non plus dans un calendrier, mais est-ce que vous pensez que c'est bien cette législature-ci? Parce que je veux dire, en bout de législature, on sera à 5 ans de la deadline pour respecter cette ordonnance 2018. D'où ma question qui n'est pas, pas motivée seulement par mon impatience, mais par l'impatience de... Les réformes éventuelles de certains aspects de l'ordonnance n'ont pas de date, parce que dans certains cas, des termes sont imprécis ou des obligations doivent être précisées, et ça, c'est des obligations qui pèsent déjà maintenant. La tenue du registre du patrimoine remarquable, par exemple, il n'y a pas de date. Hein, bon. Par contre, là où il y a une date, c'est les 10 ans pour tenir compte de toutes les dispositions des différents rites funéraires des religions reconnues. L'ordonnance initiale a mis un délai de 10 ans, vous avez rappelé la date, c'est en 2029. Aujourd'hui, des communes qui n'auraient pas de disposition peuvent soit aménager dans leur cimetière des espaces disponibles, il reste encore 6 ans, donc ça prend au bas mot moins d'une année de prendre les dispositions pour aménager une parcelle ou un cimetière multiconfessionnel, soit décider de faire partie de l'intercommunal, et ça va encore plus vite, puisque l'intercommunale, elle est disposée aujourd'hui à accueillir de nouveaux défunts. Elle a un problème de place qu'elle gère par ailleurs. D'où peut-être l'intérêt de passer de la sensibilisation à plus d'insistance. L'intercommunale est très active et cherche à développer. Donc moi, je ne veux pas chipoter. Sa capacité. Donc, on n'est pas pris par ce délai, sauf à dire que ce délai aurait dû être plus court que 10 ans. Mais le délai de 10 ans, aujourd'hui, rien n'indique qu'il ne sera pas respecté, que du contraire. Il sera clairement respecté. La seule chose qu'on pourrait peut-être avoir, c'est qu'après le tour des communes, peut-être se rendre compte que les choses seront mises en œuvre avant la fin du délai. Et que 19 communes auront des solutions, soit dans leur cimetière ou un de leurs cimetières, soit en appartenant à l'intercommunal. D'accord. Donc moi, je ne veux pas chipoter. Je comprends bien que votre volonté de venir avec une révision globale de l'ordonnance est la plus concertée possible et la plus fouillée.
Mais je pense que si on arrive en bout de législature et qu'on n'est pas encore prêt avec une révision, il va falloir peut-être avoir la réflexion par rapport à cet article 8 qui pose problème à certaines communes. Voilà, tout simplement. Oui, mais la bonne nouvelle en termes de législature, c'est que les ministres passent peut-être, mais l'administration est encore là et elle remettra le travail éventuellement au futur ministre. C'est ce qu'on dit. Voilà. Dont acte. Mais d'ici la fin de la législature, j'ai encore plusieurs occasions de réinterpeller le ministre. Voilà. Attention, elle devient de plus en plus. Hein. Et on compte sur votre diligence, monsieur le ministre. Voilà. Merci, messieurs. Merci. Vous pouvez continuer, monsieur Icasban, avec votre question concernant le travail du Conseil ou de la Commission consultative communale de la personne handicapée ou des aînés et son absence dans certaines communes. Voilà. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre à nouveau. Alors, dans une société qui se veut et qui se dit inclusive, toute personne doit pouvoir se déplacer en toute sécurité dans l'espace public de la manière la plus autonome possible, même si cette personne est en situation de handicap en raison d'une maladie, de la vieillesse ou d'une invalidité quelconque. Et nous savons que cela reste un idéal à atteindre puisque les obstacles restent entiers en la matière. En septembre 2014, le Comité des Nations Unies des droits des personnes handicapées a évalué la Belgique en la matière pour la toute première fois. Le comité a établi une série de recommandations claires pour améliorer l'accessibilité en faveur des personnes porteuses de handicap. Ces mesures profiteront à toute la population bruxelloise, chacun et chacune étant susceptible d'être diminué dans sa vie ou à un moment donné dans sa vie. UNIA a également réalisé une étude qualitative sur l'accessibilité des maisons communales des 19 communes de la région de Bruxelles-Capitale. UNIA a rencontré des responsables communaux, des associations représentatives de personnes handicapées et ou expertes en accessibilité, des membres des administrations et des cabinets régionaux, ainsi que de l'association de la ville et des communes de la région de Bruxelles-Capitale. Il est alors apparu que l'accessibilité des maisons communales variait fortement d'une commune à l'autre en fonction, je cite, de l'implication de la société civile, des contraintes patrimoniales, des priorités politiques des élus locaux, des élus communaux, fonctionnaires sensibilisés au handicap et à l'accessibilité, ou encore, ou malheureusement, du budget disponible. Ce constat a poussé le gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale à promouvoir l'accessibilité, l'autonomie et la participation à la vie en communauté des publics en difficulté. Il faut absolument adapter le bâti existant et intégrer la question de l'accessibilité dans les projets à venir pour garantir aux personnes à mobilité réduite un accès simple et sécurisé. Aujourd'hui, on ne peut plus accepter que des infrastructures publiques restent inaccessibles aux personnes en situation de handicap, comme le décrète la Convention des Nations Unies sur les droits des personnes handicapées. Les communes et la région bruxelloise doivent mener une politique ambitieuse en matière d'accessibilité et d'accueil des personnes en situation de handicap. Concernant la lutte contre les discriminations à l'encontre des personnes en situation de handicap, certaines communes de la région de Bruxelles-Capitale disposent d'un conseil ou d'une commission consultative de la personne handicapée ou des aînés. On peut saluer à cet égard la ville de Bruxelles qui, en 2007, a pris l'initiative de créer un conseil consultatif de la personne en situation de handicap qui regroupe des associations impliquées sur la question, mais aussi des personnes en situation de handicap et des personnes actives sur le sujet. Le conseil consultatif de la personne en situation de handicap émet son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par la ville et étudie les besoins et les intérêts spécifiques des personnes en situation de handicap et de les faire connaître au collège. J'aimerais donc, Monsieur le ministre, savoir, dans le cadre de vos compétences sur les pouvoirs locaux, quelles ont été les réalisations suite aux avis de ces conseils, de ces commissions de consultation au niveau communal, s'il y en a d'autres, quelles communes se distinguent par leur respect de la Convention des Nations Unies sur les droits des personnes en situation de handicap, quelles sont les communes qui ont mis en place un ou une commission consultative, qui compose en général ces conseils, combien de réunions annuelles ces conseils doivent-ils organiser, qu'advient-il des avis formulés par ces conseils, parce que si on donne des avis, il faut essayer d'en prendre compte. Quand est-ce que les autres communes vont disposer d'un tel organe consultatif? Comment se fait-il que ces communes tardent à en créer un?
Voilà, je vous remercie d'avance pour vos réponses. Merci, monsieur Eckersboom. Monsieur le ministre. Dank u, meneer de voorzitter. Monsieur le député, la décision de chaque commune de créer un conseil consultatif des aînés ou des personnes en situation de handicap ne doit pas être transmise à l'autorité de tutelle. L'ordonnance tutelle est ainsi régie et donc cette matière ne fait pas l'objet d'un examen particulier par les services administratifs que la région organise, BPL. On a néanmoins recueilli quelques informations à la suite de votre question. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en ce qui concerne les conseils consultatifs des aînés, ils sont régis par l'ordonnance du 27 juillet 2017 relative aux conseils consultatifs communaux des aînés qui prévoit que la commune délibère de l'opportunité de créer un tel conseil. Les communes sont donc libres d'organiser des conseils consultatifs dont les règles sortiraient du cadre de l'ordonnance. Une commune peut créer un conseil consultatif des seniors et l'organiser comme bon lui semble. Si elle l'appelle des aînés, il sera conforme à l'ordonnance, mais elle est libre d'organiser les conseils qu'elle veut, comme elle veut. À l'heure actuelle, 11 communes possèdent un conseil consultatif des aînés, à savoir Anderlecht, Berchem-Satagat, Etterbeek, Evere, Koekelberg, Molenbeek-Saint-Jean, Schaerbeek, Uccle, la ville de Bruxelles, Watermal-Boisfort et Woluwe-Saint-Pierre. Le conseil consultatif remplit la mission de rendre de sa propre initiative, à la demande du conseil communal ou du collège de Brest-Réchevin, des avis et des propositions sur les politiques d'intérêt communal, pour autant qu'elles aient trait aux aînés. Lorsque le conseil communal ou le collège des bourgmestres-Réchevin s'écarte de l'avis du conseil consultatif, il justifie ce choix. Le nombre de membres du conseil est impair, il varie en fonction de la taille de la commune, il est compris entre 9 et 15. Le conseil consultatif comprend des personnes inscrites au registre de la population de la commune, à savoir au moins 5 membres à titre individuel et 4 membres d'organisations compétentes en matière de politique des aînés. Le nombre de membres de la deuxième catégorie ne peut être supérieur à celui de la première catégorie. La composition du conseil consultatif respecte la proportionnalité de la représentation linguistique du conseil communal. Le conseil consultatif comporte au moins un membre francophone et au moins un membre néerlandophone. Il est composé de membres du même sexe à hauteur de maximum des 2/3. Et il se réunit au minimum 4 fois par an. Pour ce qui concerne les conseils consultatifs des personnes handicapées, ceci ne relève pas de ma compétence, mais de celle de ma collègue Madame Benamou, secrétaire d'État à l'égalité des chances, qui m'a communiqué les informations suivantes. Les conseils consultatifs des personnes handicapées ou des personnes en situation de handicap ne sont pas régis dans une ordonnance. Chaque commune est libre d'en créer un si elle le désire. Cependant, l'action 8 du plan bruxellois d'intégration du handi-streaming dans les politiques publiques, impulsé par ma collègue et approuvé par le gouvernement en décembre dernier, tend à favoriser l'implémentation du handi-streaming au sein des communes bruxelloises via notamment la mise en place d'un conseil consultatif des personnes en situation de handicap dans chaque commune bruxelloise. Plus concrètement, Bruxelles Pouvoirs locaux, cellule l'égalité des chances, organise régulièrement depuis 2021 des rencontres inter-conseils consultatifs qui ont pour but leur mise en réseau. Les communes qui ne possèdent pas encore de conseil sont également conviées à ces réunions, ce qui leur permet de s'inscrire dans une dynamique d'émulation qui doit les inciter à mettre en place leur propre conseil consultatif. Pour faciliter encore plus la création de tels conseils, BPL proposera dès cette année des modèles de statut pour la mise en place d'un conseil consultatif des personnes handicapées, afin que chaque commune volontaire n'ait plus qu'à les adapter à sa propre situation. À l'heure actuelle, 10 communes possèdent un conseil consultatif des personnes handicapées. Le but est d'arriver à ce que chaque commune en possède un d'ici la fin de la mise en œuvre du plan handi-streaming, soit 2025. Les 10 communes concernées sont Anderlecht, Berchem-Satagat, Etterbeek, Ixelles, Koekelberg, Saint-Josse-ten-Noode, Schaerbeek, Uccle, la ville de Bruxelles et Woluwe-Saint-Pierre. Ces conseils consultatifs ne prenant pas corps dans un texte législatif, chaque commune établit ses propres règles quant à sa composition et son fonctionnement, mais en général, c'est des règles très similaires qui sont d'application. Ils sont composés de membres issus d'associations qui représentent les intérêts des personnes handicapées, soit de membres à titre individuel, des personnes handicapées elles-mêmes ou proches de ces personnes ou personnes qui peuvent faire valoir une certaine expertise quant à la thématique. Ces conseils se réunissent en moyenne entre 3 et 5 fois par an selon les communes. Ils rendent des avis sur demande ou de leur propre initiative à l'attention du conseil communal ou du collège des bourgmestres-Réchevin. Il est difficile de donner une image des réalisations obtenues suite aux avis de ces deux types de conseils, tant celles-ci sont diverses et variées et dépendent des dynamiques de chaque commune. D'autant que les conseils ne sont pas tenus de faire part de ces réalisations à la région. Je peux néanmoins vous donner quelques exemples, comme le conseil de la ville de Bruxelles, qui a donné un avis sur le parcours PMR, personnalité réduite au plaisir d'hiver. Il a été pensé pour qu'il soit spécialement accessible au PMR. Ou encore celui de Uccle,
qui a donné un avis sur l'aménagement du nouveau bâtiment de la maison communale. Ou à Scarbeck, le conseil a participé à plusieurs projets pour faciliter la vie quotidienne des personnes handicapées dans la commune, comme la prise en compte des PMR dans l'élaboration du plan communal de développement, les débats sur l'accessibilité d'hôtels communaux et d'autres lieux publics, ou la question du stationnement et de la réservation d'emplacements pour les PMR. Voilà, donc par conséquent, il y a vertu de l'autonomie communale, il appartient à chaque commune de décider de créer des conseils consultatifs, d'en établir les règles qui leur soient propres et de mettre à disposition les moyens qu'elles jugent nécessaires. Elles ont une ordonnance qui encadre l'un des cas, si elles décident d'en faire usage. Dans les autres cas, ça reste une initiative volontaire, même s'il est encadré ou encouragé par la région sur certains aspects. J'espère vous avoir ainsi répondu. Merci, Monsieur le ministre. La parole est au député, Monsieur Casban. Voilà, merci, Monsieur le ministre, d'avoir tenté de répondre à toutes les questions. Alors, évidemment, dans certaines communes, certains l'appellent consultatif des aînés, dans d'autres, le conseil consultatif de la personne porteuse de handicap, ou parfois même conseil de la diversité dans certaines communes. Et je pense que, même si, comme vous, je tiens aussi à l'autonomie communale, ben, je constate que déjà, une question parlementaire permet à un ministre d'aller puiser des informations sur ce qui se passe dans nos 19 communes. Mais je pense surtout que la problématique de l'inclusion des personnes en situation de handicap, c'est une compétence qui doit être transversale. Et je pense que si on veut vraiment une société inclusive, il faut changer les mentalités et changer même sa façon de réfléchir et de penser. Vous avez donné quelques beaux exemples en fin de réponse, hein, où on tient compte des avis vraiment. Quand on aménage, quand on organise un événement, quand on organise quelque chose. Non, mais c'est important, on demande l'avis et on en tient compte. Ici, les exemples qui ont été donnés. Voilà. Voilà. Parce que nous restons quand même compétents au niveau de la région, nous restons quand même compétents en matière de diversité, nous restons quand même compétents en matière d'inclusion, d'intégration, nous restons compétents aussi en matière d'engagement de personnes porteuses de handicap. On a même voté ici une ordonnance pour imposer quand même un certain nombre de personnes en situation de handicap ou alors des collaborations avec les ETA. Donc on a quand même de grandes compétences, même si on est face à l'autonomie communale. Bon, moi je pense quand même que dans les 19 communes, il y a quand même des gens qui sont sensibles à ces problématiques. Et puis j'ai même envie de dire que même si l'autonomie communale existe et c'est très bien comme ça, je veux dire, la région peut aussi, à un moment donné, émettre des règlements de subsidiation quand on veut rénover, quand on veut aménager l'entrée d'une administration communale, des espaces publics, les conditionner aussi avec cette garantie que nous devons avoir, que nous devons donner aux Bruxellois, et notamment aux personnes porteuses d'un handicap. Et comme je l'ai dit dans mon intervention, il y a les personnes porteuses de handicap qui sont en mobilité réduite à vie, et puis vous avez les citoyens qui, pendant leur vie, peuvent à certains moments être aussi porteuses de certaines difficultés. Donc voilà, moi je pense que c'est extrêmement important vous utilisez souvent l'expression de transmettre les bonnes pratiques. Je pense que c'est important de transmettre les bonnes pratiques, que la région soit quand même en capacité de transmettre les bonnes pratiques aux 19 communes, puisque bonnes pratiques il y a. Voilà, j'ai dit, je vous remercie. Merci, M. Casban. Ça ne suscite plus de commentaires spécifiques, hein, Monsieur le ministre. Alors, nous passons aux questions orales de notre collègue Moussine. Il en a quelques-unes. Je vous remercie, Monsieur le Président. La première sur l'utilisation du facile à lire et à comprendre dans les communes bruxelloises. Et d'une certaine manière, c'est la continuité de la question de mon collègue, puisqu'elle aborde la question de l'handicap également, puisque ce FALC est destiné en partie aux personnes ayant une déficience intellectuelle. Donc, avoir accès à l'information et à ses droits sont des nécessités pour participer pleinement en société. Cependant, aujourd'hui encore, beaucoup d'outils et de services bruxellois ne sont pas accessibles aux personnes avec des difficultés de compréhension. Voter, signer un contrat, lire la presse, se soigner, se former représentent encore trop souvent des défis au quotidien pour les personnes en situation de handicap intellectuel et les personnes illettrées ou n'ayant pas le français comme langue maternelle.
Le facile à lire et à comprendre est une méthode qui a pour but de traduire en langage classique, en langage simplifié. Le FALC permet de rendre l'information plus simple et plus claire et ainsi utile à tout le monde, notamment aux personnes en situation de handicap, dyslexie, âgées ou encore maîtrisant mal la langue française. Pour qu'un texte ou tout support de communication soit reconnu comme FALC, il doit avoir été lu et compris par des personnes en situation d'handicap intellectuel. Et je trouve très intéressant de voir la méthode, puisqu'il s'agit véritablement d'une traduction qui est mise en place, par exemple, par inclusion.be. Et donc, je reprends mon texte. Au sein de cette méthode, il y a des règles à respecter pour expliquer simplement des informations et bien organiser un document. Si ces règles sont bien respectées, le document reçoit le logo FALC créé par Inclusion Europe. L'élargissement de l'utilisation de ce langage est primordial, car il permet aux citoyens en situation de handicap et autres personnes ayant des difficultés à lire avoir accès à l'information au quotidien. À Bruxelles, le service falc.be, créé par l'ASBL Inclusion, a été créé et agréé par la COCOF en 2021 avec comme objectif de remplir 3 missions. Traduire des textes en FALC, former des personnes en situation de handicap intellectuel au rôle de relecteur et enfin sensibiliser le grand public à la pratique du FALC. Toute personne, organisme ou association peut faire une demande de traduction ou d'interprétation au service falc.be. Au sein du plan d'e-streaming à destination des pouvoirs locaux, il est également prévu que les communes qui le souhaitent peuvent faire appel au CAWAB, au collectif qui fédère une vingtaine d'associations représentatives de personnes handicapées et des associations expertes en accessibilité afin de former leur personnel au FALC. Je souhaite en savoir plus concernant la généralisation du FALC au sein des communes bruxelloises afin d'assurer une information accessible au plus grand nombre des habitants. Dès lors, je vous pose les questions suivantes. Des communes bruxelloises utilisent-elles déjà le FALC afin de traduire les documents administratifs communaux? Quelles communes ont fait appel au service falc.be développé par l'ASBL Inclusion? Des formations spécifiques ont-elles été organisées au sein de certaines communes pour le personnel afin de disposer de traduction et de relecture au FALC au sein des communes? Quel soutien le pouvoir de tutelle offre-t-il aux communes souhaitant mettre en place le FALC? Et je terminerai en disant, cette question s'inscrit un peu dans la réflexion de l'handi-streaming, c'est-à-dire de disposer de données et d'informations au niveau régional pour analyser quelles sont les politiques qu'on peut mettre en œuvre et soutenir. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Dank u wel, meneer de voorzitter. Monsieur le député, l'utilisation du FALC dans les communes bruxelloises concerne l'égalité des chances dans les communes et cette matière est gérée de manière transversale par la secrétaire d'État, Madame Benamou, qui m'a transmis ces éléments de réponse. Et donc, à l'avenir, je vous invite à lui adresser directement des questions qui concernent l'inclusion des citoyens en situation de handicap et toutes les questions relatives à l'égalité des chances dans les communes en général. Mais je peux vous donner les éléments de réponse suivants. En ce qui concerne la mise en œuvre du handi-streaming dans les communes, la région a une compétence d'impulsion. Les communes ne sont pas tenues de communiquer à la région leurs initiatives en matière de handi-streaming. Une enquête auprès des communes a cependant été réalisée afin d'obtenir des données dans le temps dévolu à la réponse à votre question parlementaire. Ainsi, nous savons que la commune d'Anderlecht a répondu qu'elle avait formé un groupe de traducteurs en FALC grâce à un subside obtenu de BPL en 2021. La commune achève à ce moment des traductions ou adaptations du contrat de travail, des démarches du service état civil et de la population, ainsi que la convention et les règlements d'ordre intérieur du service habitat accompagné. La commune d'Ixelles vient de terminer la formation d'un membre de son personnel au FALC et va donc bientôt entreprendre une démarche d'adaptation des documents administratifs en FALC. Elle va également mettre en place un groupe de travail pour la réalisation d'une vidéo de présentation de la commune à destination des personnes atteintes de troubles du spectre de l'autisme et en situation de handicap intellectuel. La commune de Schaerbeek a lancé un marché public l'an dernier pour demander la traduction de pages de son site Internet et elle est passée par la SBL Inclusion et le service auquel vous faites mention dans votre question. Des autres communes, BPL Égalité des chances, et Mme Benamou n'a pas obtenu dans le délai requis
d'informations suffisantes. Au-delà de ceci, Bruxelles pourra locaux organiser en 2022 une formation à destination des communes visant à former des référents en streaming. Cette formation très complète de 6 jours a pour vocation de former un point unique de contact, soit des personnes référentes qui centralisent au sein de la commune la gestion de tous les aspects du handicap, et les sujets auxquels faites référence en font partie. Cette année, BPL organise également une formation à l'accueil des personnes en situation de handicap, laquelle est ouverte à 2 agents en contact direct avec le public, donc état civil, population, huissier ou autre, de chaque commune. Cette formation sera donc donnée cette année. Et par ailleurs, Equal.Brussels travaille actuellement à la rédaction d'un guide de communication inclusive qui traitera notamment du FALC. Celui-ci sera bien entendu diffusé au sein de toutes les administrations communales. Voilà ce que je peux vous répondre ce matin. Merci, Monsieur le ministre. Donc, sur le fond, je vous remercie, j'y reviendrai. Sur la forme, je ne partage pas votre point de vue. Je pense que dans le cadre d'une approche d'handi-streaming, c'est bien au ministre des pouvoirs locaux de répondre lorsqu'il s'agit de pouvoirs locaux, véritablement. Et je pense que notre greffe a bien fait son travail en orientant la question vers notre commission. Ça reste mon point de vue. Et donc, je continuerai à indiquer votre nom parce qu'en plus, je reçois de bonnes réponses. Donc, j'aurais tort de ne pas vous interpeller. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que je suis heureux, en tout cas, que le FALC se diffuse lentement, mais sûrement, puisque l'ASBL inclusion.be a été, je crois, agréé en 2021. Donc, on voit déjà une belle dynamique qui se fait dans les différentes communes. Je pense que la région devra également l'intégrer. Il y aura les élections bientôt en 2024. Nous avons des tas de citoyens et citoyennes qui participeront aux élections locales. Et je pense que si une série de documents qui sont transmis aux communes dans le cadre de l'information aux élections sont déjà traduits en FALC en amont, eh bien, ce sera un gain de temps et on pourra toucher un public assez large. Et dernier élément, lorsque j'ai pour la première fois interpellé M. Vervoort en Kokov sur le sujet et que j'avais vraiment creusé, voir où le FALC était fort utilisé, c'est en Allemagne. Et en fait, en Allemagne, lorsqu'ils envoient un document, ils proposent, si on le souhaite, de recevoir la fois suivante le document en FALC, quel qu'il soit. Et le constat, c'est qu'au-delà des personnes qui ont un handicap intellectuel, de plus en plus d'Allemands le demandent, parce qu'en fait, ce document permet de cibler les priorités. Et donc, ils reçoivent le document en FALC et le document complet. Mais ça permet vraiment de voir de quoi parle le document administratif. Et donc, je pense qu'on pourrait même envisager d'en faire un outil pour l'ensemble des citoyens. On le constate, de temps en temps, on reçoit des documents du secrétaire de la commission et on les lit mal et on pense qu'une commission est annulée. Peut-être que s'il était fait en FALC, on l'aurait bien lu. Voilà. Donc, je vous remercie en tout cas pour vos réponses. Merci, M. Moussine. Je n'émettrai pas d'opinion sur la question de savoir si les membres de la commission sont atteints d'un handicap qui justifie l'usage du FALC. mais c'est juste pour rire. Non, mais vous dire que je prends acte de vos considérations sur le bon endroit où poser la bonne question, mais le gouvernement a organisé ses travaux et ses compétences en attribuant à Madame Benamou la compétence sur le service égalité des chances au sein de BPL. Il ne relève donc pas de ma responsabilité, ce qui ne veut pas dire que je ne m'en préoccupe pas, mais je n'ai pas de pouvoir d'injonction ni d'instruction à l'égard de ce service. C'est comme ça que c'est organisé. Ça ne veut pas dire que je ne m'en préoccupe pas, ni que je n'ai pas de plaisir à répondre à vos questions, mais le gouvernement s'est organisé de cette manière et il est libre de le faire indépendamment des considérations que le Parlement veut émettre à ce sujet. OK. Merci, Monsieur le ministre. Alors, comme vous le savez, la demande d'explication de M. Van den Borre est mise en question écrite. Nous passons à la question suivante de M. Moussine concernant l'autorisation des inhumations avec linceul. Ah, il faut m'expliquer. C'est une enveloppe. Ah. Jésus a été enterré dans un linceul. Ah, c'est le drap. Ah, yeah. C'est ça. Au sein des communes bruxelloises. J'ai appris un mot.
Ja, hoe vertalen we dat? Lijkwaarde, ja, lijkwaarde. Dank u wel, mevrouw. Lijkwaarde, linceul, oui. OK. Vous avez la parole. Et donc, encore une fois, pour compléter la question de mon collègue M. Icazement, puisque vous parliez cimetière, voilà, on continue. Et peut-être pour l'illustrer sur la mise en œuvre concrète, donc effectivement une question concernant l'autorisation des inhumations avec linceul au sein des communes bruxelloises. Le 28 novembre 2018, une ordonnance sur les funérailles et sépultures a été adoptée, élargissant le mode de sépulture possible en prévoyant, en son article 18, les modes suivants: inhumation, la dispersion avec la conservation des cendres après crémation ou tout autre mode de sépulture fixé par le gouvernement. En décembre 2018, un arrêté fixant les conditions auxquelles les autres enveloppes d'ensevelissement que le cercueil doivent répondre a été adopté, comme le linceul par exemple. À Bruxelles, en 2019, le choix du linceul dans le cadre d'une inhumation a été fait une quarantaine de fois, ce qui représente alors 10% des inhumations du cimetière multiconfessionnel. L'aboutissement de cette ordonnance a été un travail de longue haleine pour nous et représentait une grande avancée. L'autorisation d'être enterré dans un linceul rencontrait un double objectif, celui de rencontrer les dernières volontés d'une série de citoyens musulmans juifs qui souhaitaient que ça devienne autorisé comme ce fut le cas préalablement, mais également pour une approche plus écologique de nos pratiques funéraires. Cependant, 4 ans après l'adoption de cette ordonnance, il apparaît de notre retour de terrain que les entrepreneurs de pompes funèbres ne proposent que très rarement l'alternative du linceul dans leur catalogue, notamment car cette pratique n'est pas acceptée au sein de toutes les communes. Une de nos personnes ressources concernant l'inhumation a établi un petit sondage auprès de 19 communes et cimetières. La question posée était la suivante: autorisez-vous l'inhumation avec un linceul? La réponse ont été suivants: avoir, Evere, XL, Watermal Boisfort, bientôt, Scarbeek, oui, Molenbeek, non, toutes les autres communes. Sondage très précis. Hein? Nous regrettons sincèrement que la législation concernant le linceul rencontre des obstacles sur le terrain. En effet, de nombreux citoyens ne sont pas au fait de la législation concernant le linceul ou attribuent sa présence uniquement dans un cadre religieux. Or, la plus-value environnementale et le bénéfice en termes de coût pour les proches des personnes décédées ne sont pas négligeables. Lors de ma question sur le sujet, le 17 décembre 2019, en commission Affaires intérieures, M. Vervoort m'avait indiqué qu'un groupe de travail interrégional travaillait sur toutes ces questions, humusation notamment, mais aussi inhumation avec linceul. C'est un lieu important pour l'évaluation de la mise en application de l'ordonnance. Nous pensons nécessaire de remédier à ces obstacles afin que la législation soit appliquée et que les citoyens puissent avoir le choix de leur mode de sépulture au sein de tout le territoire de notre région. Monsieur le ministre, quelle analyse de la situation ont été faites par le groupe de travail interrégional concernant la mise en œuvre de l'inhumation dans un linceul au sein de notre région? Quel obstacle avez-vous identifié concernant la mise en œuvre de l'ordonnance et de l'arrêté de 2018? Avez-vous eu des plaintes concernant l'interdiction de l'inhumation dans les linceuls par des communes? Si oui, lesquelles? Comment les initiatives visant à informer nos concitoyens de la possibilité d'utiliser un linceul sont-elles actuellement transmises? Quelles concertations concernant les inhumations avec linceul ont eu lieu entre les communes, cimetières, entrepreneurs de pompes funèbres, etc. Je vous remercie d'avance de vos réponses. Merci, Monsieur le Président. Alors, Monsieur le député, je tiens d'abord à préciser que les résultats de votre enquête ont surpris la cellule funérailles et sépultures de BPL, et donc ils ont à leur tour contacté les communes, et que les résultats préliminaires de leur enquête diffèrent des vôtres. Sur les 14 communes qui leur ont officiellement répondu, 13 communes autorisent l'inhumation dans un linceul, bien que la majorité d'entre elles n'ait reçu aucune demande à cet effet jusqu'à présent. D'où peut-être la perplexité de certaines réponses. Le groupe de travail interrégional sur les éco-funérailles travaille toujours et avance actuellement sur la question de la possibilité
de promouvoir le développement d'un matériau biodégradable pour les housses d'ensevelissement. Comme je vous le disais il y a quelques instants, à ce jour, la plupart des communes n'ont pas reçu de demande formelle pour l'inhumation d'une dépouille dans un linceul. Cependant, certaines communes ont indiqué que ce type d'inhumation nécessite une approche différente de l'inhumation traditionnelle dans un cercueil. Tout d'abord, elles ont noté que la plupart des fossoyeurs n'ont aucune expérience de la manipulation d'un corps enveloppé dans un linceul, ce qui entraîne évidemment un autre type de contrainte psychosociale que la manipulation d'un cercueil. C'est donc quelque chose qui n'est pas évident à mettre en œuvre. Un corps enveloppé dans un simple linceul est également moins stable qu'un cercueil lorsqu'il est descendu dans la tombe. Bien qu'une planche de stabilisation soit souvent utilisée, certaines communes exigent encore que les personnes qualifiées pour pouvoir aux funérailles signent une décharge de responsabilité et ou que l'entreprise de pompes funèbres descende elle-même la dépouille dans la tombe. Un dernier obstacle possible est que, étant donné que les linceuls et autres housses d'ensevelissement ainsi que les planches de stabilisation doivent répondre à un certain nombre de conditions techniques, un certificat de conformité peut être exigé à la fois pour le linceul et pour la planche de stabilisation si cette dernière est enterrée avec le corps. À ce jour, l'administration n'a reçu aucune plainte ou signalement particulier à ce sujet, mais des réflexions sont en cours. Le seul problème qui est apparu récemment est que le cimetière de la commune d'Oderghem est aux prises avec une colonie de renards, de sorte qu'il est actuellement fortement déconseillé d'enterrer dans un linceul jusqu'à ce qu'il soit remédié au problème. Bien que l'administration Bruxelles Pouvoirs locaux ne dispose pas de ce type de renseignements, je peux vous affirmer qu'en ce qui concerne les citoyens, le premier contact en matière funéraire se fait avec les pompes funèbres. Celles-ci sont généralement très bien informées sur ce qui est possible et sur ce qui ne l'est pas. Les communes ont la possibilité d'informer les citoyens par le biais de leurs sites internet respectifs, ainsi que par le biais des règlements de leur cimetière. En outre, la cellule funérailles et sépultures a l'intention de proposer aux communes une sorte de vade-mecum pour informer les citoyens sur les démarches à suivre en cas de décès. Certains éléments de l'ordonnance, comme je le disais à M. Casban, comme la possibilité d'être inhumé en linceul, en font partie intégrante des choses à mettre dans ce vade-mecum. L'administration pouvoirs locaux ne possède aucune information sur les concertations éventuelles qui auraient pu avoir lieu entre les communes, cimetières et entrepreneurs de pompes funèbres concernant les inhumations en linceul. Donc c'est une question qui fait l'objet de réflexions, qui soulève des questions pratiques très concrètes dont je viens de parler et qui doivent évidemment trouver une solution avant qu'on puisse faire une large publicité ou autorisation de cette disposition. Ce n'est pas l'intention qui est absente, c'est d'avancer sur tous les aspects pratiques et concrets de ce mode d'inhumation. J'espère vous avoir ainsi répondu. Monsieur Moussine. Je pense effectivement que la mise en œuvre pratique dans l'ensemble des cimetières pour des questions environnementales de l'inhumation dans un linceul est important et qu'on doit y travailler. Je suis heureux en tout cas que les communes aient répondu à BPL et donc je souhaiterais avoir la liste des différentes communes qui ont donc 14 communes, 13 autorisent, c'est ça? Posez-moi la question écrite et je vous répondrai. D'accord, je vous la poserai. Non, il n'y a pas de souci. Non, bien évidemment, je vais vous la poser par écrit. Et puis, j'espère qu'on relancera les 5 communes qui n'ont pas répondu pour qu'ils donnent une réponse et qu'on puisse informer l'ensemble des pompes funèbres sur le fait, en fait, qu'il n'y a pas d'opposition. Parce qu'apparemment, il y a sans doute... Il y a peut-être une évolution. Hein. Je me dis que lorsque la personne des pompes funèbres qui m'a tenu informé a posé la question, il y avait peut-être une réflexion et que la réflexion s'est cristallisée sur un oui au moment où l'administration a appelé en rappelant les règles. Et j'en suis heureux. C'est aussi la démarche qu'on doit avoir. Par contre, ce qui m'étonne vraiment, et c'est là où j'ai l'impression qu'il y a des réticences, penser qu'un renard va creuser pour aller chercher un cadavre dans un linceul, alors il faudrait vraiment que la commune d'Oderghem me dise sur quoi elle s'appuie. Parce que pour avoir discuté sur des projets d'humusation,
où le corps n'est pas enterré. J'ai posé la question, est-ce qu'il y avait un risque avec des renards? Et les experts m'ont dit, non, c'est ce qu'on imagine, mais dans la réalité, jamais un renard, sous un tas comme ça de terre, va aller chercher. Donc, je voudrais vraiment, alors qu'on réinterroge Auderghem sur quelle base scientifique il s'appuie pour imaginer un renard creusé à 1 mètre ou 1,50 m, avec ses petites pattes. Enfin, voilà. J'ai des doutes, mais en tout cas, merci pour l'ensemble des informations et je suis heureux en tout cas que ça avance dans le bon sens. Ce lapin a encore des plus petites pattes, des creuses beaucoup plus loin qu'un médecin. Oui, oui, oui. Ok, mais Monsieur Moussine, ce que tout ceci prouve, c'est que, comme le dit l'ordonnance, il faut que les autres méthodes d'animation soient approuvées par le gouvernement et les services locaux souhaitent un cadre complet qui gère tous les aspects de cette forme d'inhumation, et notamment l'aspect aussi psychologique à l'égard du personnel qui doit le traiter, oui. S'agissant aussi que les pratiques, les pays dans lesquels on fait ça, on enterre très vite, alors que chez nous, parfois, on attend plus longtemps. Donc, tout ça pose des tonnes de questions pratiques qui doivent être bien encadrées si on veut être certain que ce soit fait dans un cadre qui rassure chacune des parties, aussi bien les familles demanderesses que les pompes funèbres, que les services locaux des communes, les fossoyeurs, etc. Donc ça demande qu'on continue ce travail de réflexion qui est en cours. Oui. Et pour la petite histoire, donc, je faisais référence au lapin, ce n'est pas inodin. Nous avons sur le territoire des Verts, oui, c'est énorme, hein. Donc on a les cimetières de Bruxelles-Ville, de Schaerbeek, des Verts, et donc on a une panoplie de lapins, là. Et donc, bij alle reinigen en zo, als de mensen hun bloemen zetten, komen die konijnen die bloemen opeten. Hè? Ja. Et alors, hors commission, oui. Les règles qui permettent d'attraper les lapins ne sont pas les mêmes sur la région flamande que sur la région bruxelloise. Oui, oui, or, les cimetières sont à cheval sur les deux, oui, et les lapins ne connaissent pas la limite administrative. Non, non. Il faut... se réfugie dans la région la plus... On devrait mettre des petits panneaux pour lapins. Attention, fin de la région. Oui. Oui, 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 mais c'est tout à fait juste. Hein. Alors, bon, dat is niet voor het verslag, hè, mevrouw. Dat is allemaal dingen. Het is hors compte rendu. Petite question de monsieur Moussine, alors, concernant les modifications de la nouvelle loi communale. Enfin, je ne sais pas si c'est une petite question, je crois qu'elle est écoutez, voilà, ouais, donc, modification de la petite nouvelle loi communale. Dans son accord de majorité, le gouvernement s'est engagé à continuer, sous cette législature, à moderniser les textes en vigueur pour les pouvoirs locaux. À cette fin, le gouvernement réalisera une codification de la législation applicable aux pouvoirs locaux bruxellois, tutelle, nouvelle loi communale, obligation de publicité, participation citoyenne. Ce code s'étendra aux règles de gouvernance, transparence, statut des mandataires, incompatibilité et de déontologie, conflit d'intérêts, qui seront harmonisées et renforcées. Une série de modifications devront être apportées en amont à divers textes, parmi lesquels la nouvelle loi communale, l'ordonnance mode de gestion ou les règles fixant la tutelle administrative. Depuis le début de la législature, vous avez amené plusieurs modifications à la nouvelle loi communale. Vous avez réalisé cela en plusieurs salves. La première visait la proposition concernant les secrétaires communaux. La deuxième, la première visait des propositions faites par les secrétaires communaux. La deuxième, les aménagements techniques rendus nécessaires par la pandémie. Et la troisième, les points énoncés dans l'accord de majorité. La dernière des modifications concernait la gouvernance locale. Le 5 juillet dernier, en commission Affaires intérieures, je vous avais questionné sur le sujet pour vous faire part de mon inquiétude sur le retard pris sur les autres thématiques et de ses conséquences sur quelques dispositions importantes pour la démocratie locale, par exemple les consultations populaires. Vous m'aviez répondu que votre administration finalisait un inventaire des articles de la nouvelle loi communale qui sont susceptibles de modification, outre celles déjà apportées par les dernières ordonnances. Donc, outre le recensement des articles concernés, l'inventaire en question devait être accompagné de l'exposé de la problématique de l'origine du projet de révision et d'une première analyse juridique.
Les dispositions figurant dans l'inventaire concernent soit des points posant des difficultés rapportées par les communes, soit des problématiques abordées lors de questions parlementaires, soit des situations qu'il faut régler et à propos de laquelle la Flandre et la Wallonie ont légiféré, contrairement à la région bruxelloise. Elles concernent encore l'une ou l'autre modification technique à apporter qui remonte du terrain via Brulocalis ou d'autres canaux. Et vous nous faisiez savoir que dès que vous seriez en possession de cette analyse, une évaluation serait réalisée à la fois sur l'opportunité de procéder aux modifications envisagées et sur celle de consulter à nouveau les communes ou Brulocalis à propos des modalités proposées ou encore sur celle d'organiser le débat dans le cadre des États généraux. Et vous rappeliez que, sans doute, certaines propositions seront, elles, immédiatement dirigées vers le Parlement pour une modification rapide. Je souhaiterais donc vous poser les questions suivantes. Pourriez-vous me savoir si l'administration a finalisé l'inventaire des articles de la nouvelle loi communale qui sont susceptibles de modification et si cette liste est disponible? Pourriez-vous me faire savoir si l'inventaire accompagné de l'exposé de la problématique à l'origine du projet de révision et d'une première analyse juridique ont fait l'objet d'une publicité? Suite à cette analyse, une évaluation a-t-elle été réalisée sur l'opportunité de procéder aux modifications envisagées? Avez-vous consulté à nouveau les communes ou Brulocalis à propos des modalités proposées et pourriez-vous nous faire connaître leur retour? Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Moussine, je vais vous répondre très concrètement, mais vous indiquez d'abord que l'accord de gouvernement auquel fait référence n'avait malheureusement pas prévu la Covid. Il aurait dû. Il aurait pu organiser son calendrier en fonction de la Covid, mais il avait clairement inscrit sa volonté de faire une réforme concrète et pratique sur quelques points précis fixés dans la DPR. Ensuite, indiqué qu'on souhaitait élaborer les états généraux, et ceux-ci ont été handicapés, entre guillemets, par le calendrier de la Covid, et ils sont maintenant en cours. Et ensuite, de quoi on devait codifier. Donc, ça a un peu bouleversé tout le calendrier. Et donc, voilà pourquoi on est un peu en dehors du calendrier initial, tel que nous l'avions imaginé dans une période qui n'avait pas anticipé la pandémie. Deuxième remarque générale, il faut quand même rappeler que si la Flandre et la Wallonie ont pu réformer il y a quelques années déjà le cadre global du fonctionnement des pouvoirs locaux, la matière pouvoirs locaux est un peu plus communautairement chargée à Bruxelles. Donc, c'est un peu différent. Ce contexte est un peu différent. Et donc, voilà pourquoi on souhaitait passer sur certains enjeux par les États généraux. Je vous ai déjà répondu sur le calendrier États généraux et sur la manière dont on essaye de rattraper le temps perdu par la pandémie, de quand même pouvoir clarifier le débat sur lequel la société civile bruxelloise est invitée à se pencher et ensuite de quoi remettre avec l'aide d'experts, des propositions, suggestions au monde politique bruxellois. Alors, je reviens à votre question. Donc, mon administration, et alors, juste rajouter à votre énumération qu'on a également modifié quelques aspects des dispositions de contrôle sur les ASBL, de la loi qui avait été faite un peu très rapidement, mais on a adapté et rendu plus pratique les modalités à cet égard aussi, pour répondre à des situations concrètes, pour rendre plus effectifs les contrôles que l'on peut mener sur les ASBL communales, etc. Alors, mon administration a effectivement dressé un inventaire des articles de la nouvelle loi communale pour lesquels une modification est souhaitable. Il s'agit d'articles suivants. Alors, souhaitable, ça dépend de qui. Un peu de la subjectivité de chacun va amener d'autres articles, j'entends bien. Mais cette liste est la suivante. L'article 21 sur la suppression du costume des bourgmestres et échevins, étant donné que dans la pratique, l'écharpe est le seul insigne officiel du bourgmestre et des échevins et qu'il n'y a pas d'autre obligation en matière de tenue officielle. On peut moderniser un peu le costume. Un article 21 bis sera inséré qui fixera les modalités selon lesquelles le Conseil communal fixe en début de législature les règles et principes relatifs au personnel des cabinets des bourgmestres et échevins. Débat qui est dans l'actualité, à d'autres niveaux. Les articles 82 et 83 seront revus afin de préciser les règles de procédure relatives aux sanctions aux bourgmestres et échevins en cas de négligence grave ou d'inconduite notoire. À l'article 84, la transmission aux conseillers communaux par voie électronique des pièces du collège des bourgmestres et échevins, des procès-verbaux du conseil communal, ainsi que, si possible, tout acte et document concernant l'administration de la commune, donc le droit de contrôle des conseils communaux, le moderniser. Également, un élargissement de l'obligation de secret en secret professionnel, visé à l'article 458 du Code pénal, afin de mieux protéger la vie privée des agents des pouvoirs locaux et des autres dossiers qui sont soumis au huis clos des décisions. C'est l'article 84.
hein, c'est dans le 84. Bien rappeler que les conseillers communaux qui font partie de l'organe de gestion de la commune et qui, à ce titre, ont droit à avoir accès à toutes les pièces, notamment les pièces qui relèvent du volet disciplinaire ou de la carrière des agents, sont tenus à un strict secret de ne pas les révéler des choses sur la vie privée des agents. Et il ne faut pas que le jeu politique, qui est un jeu nécessaire en démocratie, conduise à révéler des choses sur des agents dont on va leur raconter qu'ils sont politisés. Enfin, bon, il faut être très clair là-dessus. L'article 87, pour chaque point inscrit à l'ordre du jour du Conseil communal donnant lieu à une décision, l'instauration de l'obligation de joindre un projet de délibération. L'article 87 bis sur la publicité passive des projets de décision du Conseil communal et des documents préparatoires, publicité passive au bénéfice du public. Hein, que le public ait accès aux mêmes pièces d'information que les conseils communaux ont reçues pour la séance du Conseil communal. L'article 89 bis, une clarification des règles relatives au droit d'interpellation des citoyens, notamment par l'instauration d'une liste plus claire des conditions de recevabilité qui sera prévue afin de pouvoir introduire des interpellations et une plus grande transparence sur le sort accordé aux requêtes citoyennes. Assurer qu'il y ait une trace, etc. L'article 100, la transparence publique lors de l'élection des échevins, qui ont lieu maintenant en comité secret au nom du principe que ce seraient des questions de personnes, alors que, très franchement, les échevins, c'est une vraie question politique et qu'il n'y a pas de secret, les gens sont candidats échevins. Hein, et leurs mérites respectifs, ils les décrivent dans la campagne et dans leur campagne. Donc, on ne protège pas leur vie privée en disant qu'ils sont candidats échevins, qu'ils ont les qualités pour le faire. Donc, il faut mettre ça, me semble-t-il, en séance publique, l'élection des échevins. L'adaptation, l'article 250, l'adaptation technique de l'article, afin de le mettre en conformité avec l'arrêté du gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale le 23 juin 2022, portant le règlement général de la comptabilité des communes. C'est très technique. Les questions de mandat, etc. C'est très technique. Quand on fera ça ici en commission, on expliquera en détail. Un nouvel arrêté qui sera inséré concernant le droit de pétition pour les citoyens. C'est lié au droit d'interpellation, droit de pétition. Un nouvel article qui sera inséré aussi concernant une nouvelle modalité de médiation citoyenne. Voilà, l'inventaire et l'exposé de la problématique à l'origine du projet de révision ainsi qu'une première analyse juridique n'ont pas été rendus publics. C'est une note interne de PBL. L'administration m'a fourni une analyse juridique concernant les articles à soumettre à révision et à ma demande a ensuite procédé à l'élaboration d'un avant-projet d'ordonnance modifiant la loi communale. Ce document arrive maintenant au gouvernement pour une première adoption, ensuite de quoi il sera alors soumis à consultation formelle auprès de Brulocalis ou des communes, ce qui ne veut pas dire que beaucoup de ces réflexions n'ont pas été nourries par des remarques qui viennent du terrain. Mais une fois qu'on élabore un texte, on va reconsulter Brulocalis et les communes à ce sujet, puis il y aura les lectures Conseil d'État, troisième lecture gouvernement et puis le Parlement. Voici. Monsieur Moussine. Écoutez, je vous remercie en tout cas pour les éléments de réponse que vous m'avez donnés. J'entends bien le Covid, hein, et je dis clairement que ça a eu une influence, mais ça ne peut pas expliquer tout le retard, Monsieur le Ministre. Très honnêtement, ça ne peut pas expliquer tout le retard. Je prends juste l'exemple des États généraux. Ça n'a pas commencé dans les délais parce que vous n'aviez pas eu le budget. Et oui, non, mais je dis, c'était pas le Covid. Et donc là, je vous mets déjà, je constate qu'il y a une année de retard qui sont en lien avec le Covid. C'était une question de débat budgétaire, mais je le reconnais, mais ce n'est pas le Covid. Le budget, c'est parce que le gouvernement n'a pas fait de modification budgétaire à son installation. Le gouvernement n'a pas fait de modification à son installation, décision générale. Okay. Il a fallu attendre le premier budget de la première année 2020. Oui, tout à fait. Okay. Et en 2020, on a eu le Covid, en février, en mars. Voilà, 2021, boum. Mais je dis simplement, voilà, il y a d'autres éléments. Je tiens également à dire qu'on est éloigné de ce fameux code qu'on imaginait tous.
Je disais, voilà, sur les éléments concernant le retard, j'ai un léger désaccord, mais soit c'est le passé, on ne va pas revenir. Le deuxième élément, je pense que les articles que vous nous avez donnés semblent assez cohérents, et donc, a priori, je vous enverrai une question écrite pour avoir plus d'éléments, mais ça me semble léger, réellement. J'insiste, par exemple, depuis le début de la législature sur la question des consultations populaires qui sont problématiques. Il n'y en a jamais eu à Bruxelles. Et il n'y en a jamais eu parce que le nombre de signataires s'appuie sur le nombre d'habitants, alors qu'en Wallonie, par exemple, c'est sur le nombre d'électeurs, ce qui fait directement une grosse différence. Et donc, je pense qu'il y a des modifications possibles. Et là, je vous donne un exemple, mais il y en a des tas. Et donc, voilà, je trouve ça léger. Mais bon, ça ouvre peut-être la porte aux parlementaires pour faire des propositions maintenant, puisqu'on a la liste complète. Je me dis, tiens, c'est peut-être un message que vous nous envoyez et vous nous dites, s'il y a des idées au niveau des parlementaires, n'hésitez pas. Pour le reste, je reviendrai sur la question du secret professionnel concernant les conseillers communaux. Je comprends, hein, aujourd'hui, dans la nouvelle loi communale, il est prévu le secret ou la discrétion, je ne sais plus, le secret. En tant que conseiller communal, j'ai eu 3 menaces de poursuite par le collège pour avoir diffusé des informations. Parce qu'en politique, vous êtes des fois obligé d'exposer des situations. Et dès lors, que ce soit le secret professionnel, soit c'est la loi, qu'on l'accepte, mais alors il faut une information. Je veux dire, les conseillers communaux ne sont pas des avocats, des médecins, pas tous. Et donc, le concept de secret professionnel est quelque chose de complexe. Et donc, le risque, c'est d'avoir des conseillers communaux qui n'oseront même plus s'exprimer, sauf s'ils sont avocats ou médecins et ils maîtrisent bien le concept du secret professionnel. Et donc, je pense qu'en début de législature, l'accompagnement des conseillers communaux pour leur faire comprendre qu'il y a un risque pénal sera important. Voilà, c'est un élément de réflexion que je partage avec vous, mais j'analyserai un peu plus la question des articles et essayer de comprendre pourquoi certains articles qui me semblent importants ne se retrouvent pas dans votre liste. Je vous remercie. Monsieur le ministre. Bon, sur la question des consultations populaires, je n'ai pas le souvenir qu'il y ait eu des tentatives d'en faire qui n'auraient pas abouti parce qu'il y aurait un problème sur le nombre de signatures. Je crois plutôt savoir que la grande difficulté, c'est peu de demandes sont parvenues aux communes, mais le coût d'une consultation populaire, si elle est générale sur la commune, c'est presque le même coût qu'une élection. Et donc ce coût est énorme. Et si on veut bien le faire, il faut que ce soit fait proprement, avec une publicité, avec mobiliser du personnel, un dimanche, pas un jour de semaine, enfin, etc., etc. Donc le coût est énorme. Et d'ailleurs, même en Wallonie, où le chiffre est plus bas, il n'y a pas énormément de consultations, et tout le monde a en mémoire une fameuse consultation qui n'a pas été suivie par la commune en question, ce qui n'a pas rendu très populaire l'histoire. Donc je pense qu'il serait, à titre personnel comme ça, sans réflexion, utile de travailler sur les nouvelles formes de participation démocratique que sont les budgets participatifs, les commissions délibératives, les consultations que l'on fait dans les quartiers, etc. À ce niveau-là, il y a pas mal d'initiatives qui sont prises maintenant dans les communes et qui existent déjà. Mais je vais faire cette parenthèse-là. Je reviens sur la question du secret et du secret professionnel. Les juristes, je ne suis pas juriste, les juristes et les experts, sur base de la jurisprudence, vous disent que le mot secret revient déjà au secret professionnel et les conséquences juridiques peuvent être les mêmes. Okay ? Dès lors, la confirmation dans la loi de mettre secret professionnel ne crée pas des effets juridiques supplémentaires, mais clarifie les choses, parce qu'elle fait plus directement référence à l'article du code pénal dont j'ai parlé. Okay ? Mais cela exigera une claire explication à tout le monde de ce que ça veut dire, aussi bien pour rappeler aux conseillers communaux qu'ils n'ont pas à révéler des éléments dont il est légitime qu'ils aient connaissance pour faire le travail des conseils communaux, mais qui portent sur le secret et n'ont pas à révéler et pas, ne pas respecter la vie privée d'une série de personnes dans les considérations de carrière et tout le dossier sur la vie privée des gens, ça c'est quand même fondamental, mais de la même manière que les majorités ou les collèges n'ont pas à abuser de la menace de briser le secret professionnel pour empêcher les conseils communaux de dire ce qu'il est légitime de dire sur l'appréciation politique
que l'on peut porter d'un dossier, mais on peut porter une appréciation politique sans révéler des informations qui relèvent du secret professionnel. Hein? On peut dire une série de choses. Maintenant, comme il y a un secret du vote, on ne peut pas dire des choses sur le vote. Okay? Donc c'est très délicat et ça méritera peut-être qu'on le clarifie à l'égard des uns et des autres. Merci, merci. Juste un élément. Des consultations populaires qui ont avorté, oui, je peux vous en donner un exemple. À Saint-Josse, j'ai tenté l'expérience. Et je vous dis simplement, la première difficulté que vous avez une question. Elle doit concerner l'intérêt communal. C'est déjà à définir. Vous envoyez la question au collège en disant, bah, écoutez, je souhaiterais savoir si cette question est d'intérêt communal avant de réunir les 3000 signatures. Le collège n'a pas l'obligation de vous répondre. Ils me disent, réunissez les 3000 signatures et je vous répondrai après. Je vous dis simplement que voilà le type d'obstacle face à un collège qui a décidé de faire preuve de ne pas être constructif, et le citoyen qui fait une démarche et qui se retrouve face à un mur. Eh bien, je trouve que, par exemple, considérer dans la législation sur la consultation populaire l'opportunité, lorsque vous avez 100 signatures, de pouvoir envoyer la question pour savoir si elle est d'intérêt communal ou pas, et donc si elle pourra faire l'objet d'une consultation populaire, ce sont des éléments que qu'on pourrait mettre. Pardon ? Oui, mais qui vous répond? Eh bien, alors dites, pouvoir poser la question au Conseil sur l'organisation, je ne sais pas, mais je vous dis, voilà des obstacles pratiques qui font qu'à un moment, un citoyen se dit, bon, ça ne sert à rien, je vais organiser une manifestation, c'est plus pratique, c'est plus facile. Et puis, la deuxième chose, si votre analyse, c'est que la consultation populaire n'est pas souhaitable, parce que, ouais, vous dites, ça coûte énormément, et donc on... Oui, mais... Pas souhaitable. J'ai dit seulement qu'elle est très chère à organiser. Oui, mais il y a des choses qui sont très chères et qui sont très souhaitables. Eh bien, et alors, si on y met l'argent. Eh bien, si elle est les élections sont très chères et très souhaitables. Eh bien, je pense que la consultation populaire est chère et souhaitable, mais qu'elle doit être possible. Et dans la réalité actuelle, bruxelloise, elle est extrêmement, si pas impossible, à mettre en œuvre. Et donc, je pense qu'on doit au moins avoir cette réflexion. Et moi, je vous dis, hein, si on considère que ça coûte trop cher et que ça a peu d'intérêt, qu'on en débatte et qu'on supprime cet article, mais qu'on ne fasse pas du façadisme de participation. Et pour moi, aujourd'hui, dans la nouvelle loi communale concernant la consultation populaire, c'est du façadisme participatif. Je vous remercie. Tout un débat. C'est tout un débat. Oui, je suis tout à fait d'accord. À votre chef de groupe, j'ai expliqué que j'ai une fois fait une consultation populaire. J'ai une fois fait une consultation populaire en Flandre, où je suis le seul à avoir obtenu la participation de plus de 400 000 personnes, par le biais des journaux flamands et ainsi de suite. C'était sur une dizaine de questions d'actualité du moment. Et puis, vu les résultats, qui étaient souvent... Oui, quand la question est posée exactement et qu'il s'agit d'un débat qui crée un clivage au sein de la société, les résultats sont très clivants aussi. Hein. Et donc, qu'en fait le politique à ce moment-là, hein? Mais si à l'occasion, je vais une fois vous donner les résultats de... Enfin, votre chef de groupe les a, parce que je lui les ai une fois montrés. Oui, oui, on a terminé notre réunion. Hein. On n'est jamais tenu de suivre le résultat. Non. Puisque le Conseil d'État interdit ça. Le Conseil d'État qui décide. Et pour votre question...